Vous savez pourquoi Léa Salamé, Patrick Cohen, Anne-Sophie Lapix et tous les autres ne vous demandent pas de faire de dons? Eh bien parce que le service public se sert directement dans vos poches, via l'impôt, pour se payer grassement. Il se gave avec des subventions astronomiques, un fric fou pour vous abrutir, vous insulter et vous mépriser. TVL, c'est simple, c'est tout le contraire. TVL ne fonctionne qu'avec vous et pour vous. Pas de filet de sécurité, pas d'argent public, pas d'oligarques, juste la liberté et vous. Mais soyons clairs, sans vous, plus de nous. Alors soyez à nos côtés dès maintenant, n'attendez pas qu'il ne soit trop tard. Passez à l'action avant le 31 décembre, donnez à TV Liberté car chaque geste compte, je compte sur vous. Bonjour à tous. Quel est le parti politique français qui a toujours défendu les pires totalitarismes du XXe siècle ? Quel est le parti politique français qui, jusque dans les années 80, a été à la solde de l'étranger ? Quel est le parti politique français qui a falsifié et mystifié son histoire et son rôle dans la résistance ? Quel est le parti politique français qui a trahi les travailleurs français ? La réponse ? Pas besoin de faire appel à un ami, vous la connaissez, c'est le Parti communiste. Même s'il n'a jamais été jugé, il faut quand même dire la vérité, ce que nous allons faire avec notre invité, Michel Festivi. Bonjour. Michel Festivi, bonjour. Bonjour. Alors les téléspectateurs de TVL et de Passé Présent vous connaissent bien. Vous êtes venu sur ce plateau nous parler de Miguel Primo de Rivera ainsi que de la guerre d'Espagne. Vous avez d'ailleurs écrit 3 livres sur l'Espagne d'avant-guerre, dont l'un, je le disais, sur Primo de Rivera, l'autre sur l'Espagne ensanglantée. L'Espagne ensanglantée. Voilà, je vais reprendre... si je retrouve dans le livre l'Espagne ensanglantée, anarchiste, milice socialiste, communiste et révolutionnaire, la période 1880-1939, également la trahison des gauches espagnoles, du républicanisme au totalitarisme, 1930-1936. Tout ça est paru chez Du Alpha. Et si je vous invite aujourd'hui, c'est que dans votre dernier ouvrage, vous nous racontez en 16 chapitres, denses et bien documentés, l'histoire du Parti communiste français, et plus particulièrement de ses manipulations, ses mensonges, ses trahisons, ses mystifications, sa construction de mensonges et le soutien aux pires tyrans de la planète. Alors comme l'écrit Francis Bergeron dans la préface qu'il a eu l'amitié de vous donner, on sait déjà tout ça. Alors, à l'heure où le communisme est pratiquement au bord des poubelles de l'histoire, est-ce que c'était vraiment nécessaire d'écrire ça? Et qu'est-ce qui vous a inspiré pour le publier aujourd'hui? Le Parti communiste, électoralement parlant, est peut-être au bord des poubelles de l'histoire, comme vous le dites, oui, mais pas l'idée communiste et pas la puissance communiste, parce que j'inclus avec le Parti communiste ses alliés, comme LFI par exemple. Et rappelez-vous, lors des dernières élections européennes, au jour même de la prononciation de la dissolution de l'Assemblée générale, qu'ont fait les gauches avec le Parti communiste, c'est de créer le nouveau Front populaire, Parti communiste. Et vous avez des hommes politiques comme Xavier Bertrand ou Édouard Philippe qui ont soutenu des élus communistes. Édouard Philippe est allé à 2 reprises à la Fête de l'Humanité, encore cette année, pour soutenir les communistes, ou Dominique de Villepin également. Donc l'idée communiste est toujours très prégnante dans notre histoire politique. Le Parti communiste est moribond, mais on reste... Marc Lazare a dit, le communisme c'est une passion française, les braises sont encore chaudes. Alors ça me paraît important de remonter aux sources, nous sommes dans une émission historique. Alors pouvez-vous nous rappeler dans quelles circonstances va se créer le parti communiste français? Après
après la révolution bolchevique, lorsque Lénine assied son pouvoir en URSS, il veut créer des partis communistes à l'image du Parti communiste de l'Union soviétique dans le monde entier. Et il va imposer 21 conditions, les fameuses 21 conditions, et il va demander dans tous les pays au Parti socialiste, puisqu'à l'époque ce sont des partis socialistes, de devenir communistes. Et en France, c'est au congrès de Tours, tout à la fin de 1920, puisque c'est le 29 et 30 décembre 1920 qu'il y a le fameux congrès de Tours, et à ce moment-là, les délégués communistes emportent le morceau et deviennent majoritaires, et donc font fuir les socialistes, le Parti socialiste est minoritaire, enfin théoriquement, et par exemple le journal L'Humanité va devenir communiste à partir de ce moment-là. C'était un journal socialiste, c'était le journal de Jaurès, et à partir du début 1921, ça devient un journal communiste. Voilà. Donc vous voulez dire que tout de suite, dès le début, le Parti communiste français et les autres en Europe est inféodé à Moscou. Obligatoirement, puisqu'il fallait accepter les 21 conditions, et elles sont drastiques. D'ailleurs, je les ai imprimées en annexe de mon livre, pour bien le résumé des 21 conditions. Est-ce que vous pouvez nous les résumer, rapidement, sans citer les 21 Je ne vais pas citer vos 21 conditions, ce serait beaucoup trop compliqué, mais il fallait une politique inconditionnelle à Moscou, il fallait purger le nouveau parti de tous les éléments modérés, etc. Enfin, il fallait c'était complètement un alignement total sur la troisième internationale. Alors bien sûr, ça va prendre du temps parce que le nouveau Parti communiste, il y a encore des anciens socialistes qui croient et qui sont encore dans l'ancien Parti socialiste et qui veulent discuter, qui veulent pas appliquer à la lettre le centralisme démocratique. Ils vont se faire purger. Il va y avoir des purges énormes. Et le parti va être véritablement bolchevisé à partir de 1925. 25-26, voilà. Là, c'est vraiment un parti bolchevique total. D'accord. Et est-ce qu'on a déjà du financement complètement. De Moscou? Oui, parce que je le démontre dans mon livre et j'ai un chapitre là-dessus. Vous avez deux auteurs, Victor Loupan et Pierre Laurin, qui lisent le russe, qui parlent le russe, qui vont à Moscou au milieu des années 1990 et qui vont publier un bouquin en 1994, L'argent de Moscou, où ils donnent tous les documents de 1921 à 1900. Tout à l'heure, vous avez parlé de 1980. C'est jusqu'en 1991 que le Parti communiste français a été financé par la Troisième Internationale ou par Moscou. Et récemment, André Lajoigny est décédé, et André Lajoigny était candidat à l'élection présidentielle de 1988, et on trouve dans ce livre des documents écrits du Parti communiste de l'Union soviétique disant que Georges Marchais leur a demandé une rallonge de 10 millions de francs pour les élections présidentielles de 1988. Donc vous voyez, c'est encore tout récent. Et d'ailleurs, dans les années 20, qui sont les hommes à la manœuvre? D'où viennent-ils? Ce sont des marxistes-léninistes convaincus qui sont passés par Moscou? Très rapidement, à partir du milieu des années 20, le passage obligatoire par Moscou. C'est-à-dire les dirigeants qui sont repérés. Par exemple, on parlera peut-être de Maurice Tréand lorsqu'on abordera la reparution de l'Humanité en 1940. Maurice Tréand, c'est l'archétype du militant qui est passé par Moscou. Dès qu'on était repéré comme un très bon élément, un élément sûr, un élément valable, on allait à Moscou se former. On se formait d'abord dans les écoles du Parti communiste en France, puisque à Bobigny notamment, il y avait des écoles du Parti communiste, et après on allait se former à Moscou. Alors pourtant, dès la fin des années 20, des voix s'élèvent pour dénoncer le système totalitaire soviétique. Même avant, parce que la Ligue des droits de l'homme, en 1919, fait une enquête sur le pouvoir bolchevique. Et cette enquête, elle va démontrer que c'est un pays totalement totalitaire. Mais elle va refuser, bien sûr, d'employer l'expression, parce qu'au nom de la Révolution française, il ne faut pas briser cette nouvelle révolution soviétique. Mais vous avez, par exemple, un journaliste socialiste de l'Humanité avant le Parti communiste, c'est-à-dire en 1917, qui va à Moscou, Walter Krivitsky, qui va à Moscou envoyé par l'Humanité. C'est un l'Humanité socialiste à l'époque. L'Humanité socialiste. Au moment de la chute du tsar, du pouvoir de Kerensky, et jusqu'à la révolution bolchevique. Donc il reste 6 ou 8 mois à Moscou. Et il parle bien sûr, il est russe, il parle l'allemand, il parle le français. Donc c'est vraiment l'homme idéal pour voir tout ce qui se passe. Il va dénoncer
le totalitarisme bolchevique dès la fin 1917, début de 1918. Et il va faire un bouquin là-dessus qui va être publié en 1919. Vous avez ensuite, bien sûr, après, Henri Béraud, en 1925. Oui, parce que je vous interromps, mais on peut se dire que dans une période très troublée de révolution, bon, il peut y avoir effectivement des excès, des choses comme ça. Mais donc à partir quand je disais les années 20, c'est-à-dire à partir du moment où le régime est installé, là, il y a aussi des gens qui... Vous avez Henri Béraud en 1925, un homme de gauche. Henri Béraud à l'époque, c'est un homme complètement de gauche. Il est l'ami de Paul Vaillant-Couturier. Il est envoyé par son journal qui s'appelle Le Journal en URSS faire des reportages. Et il va revenir en écrivant un livre, Ce que j'ai vu, chose vue à Moscou. Et après, Gide en 1936, avec retour du RSS et retouche à mon retour du RSS en 1936 et en 1937, où il va dénoncer ce qu'il a vu, et notamment ce qu'il voit, et c'est comme Béraud et comme Céline d'ailleurs aussi, il voit des masses complètement amorphes, des masses complètement affamées, des masses inertes, qui sont complètement dominées par, ils décrivent ça, complètement dominées par le système. Et Gide va même dire, parce que... Céline va aller à Moscou en 1936. Il va rester quelques semaines, il va revenir, il va faire un petit livre qui s'appelle 25 pages, Mea culpa. Et Gide va dire « Je crains que Céline ait raison » dans sa description de l'horreur. Mais comment sont reçus d'ailleurs ces écrivains? Comment sont reçus les livres en France? Est-ce qu'ils ont une grande audience Non, ils n'ont pas beaucoup d'audience parce que le Parti communiste en 1936 a 75 députés. Il est l'allié du pouvoir socialiste de Léon Blum, du Front populaire. Et si on veut parler des procès de Moscou, par exemple, le Parti socialiste s'est complètement aligné sur les procès de Moscou au nom de la réelle politique, parce que le Parti socialiste était au pouvoir en 1936-1937 et n'a pas voulu critiquer les procès de Moscou. Il a refusé de critiquer les procès de Moscou. Donc, il y a un auteur également très important en France, c'est Boris Souvarine, qui en 1935 va écrire la première importante biographie de Staline. Et Souvarine, c'est un ancien communiste qui a connu Staline, qui a connu Lénine, qui est allé au pouvoir soviétique au plus près, et qui va écrire effectivement un ouvrage, une biographie terrifiante sur Staline en 1935. Donc tous ces bouquins existent en France dans les années 20 et dans les années 30. D'accord. Donc dans le Parti communiste français, il n'y a pas de défection finalement. C'est monolithique, on reste convaincu que Staline est le petit père. La défection, elle arrive, les premières défections arrivera au moment de la signature du pacte germano-soviétique en août 1939, mais pas avant. Donc justement... ici, il y a des purges par contre. Il y a énormément de purges. Des purges, c'est des purges en France, dans le Parti communiste. Mais partout, dans tous les partis communistes, il y a des purges. Et en Union soviétique, il faut y en avoir énormément. Les purges en Union soviétique n'ont pas le même impact, si je puis dire, que les purges chez nous. Oui. Comment ça se passe, les purges? On est tout simplement exclus du parti. Oui, mais vous savez, quand vous êtes... Lénine avait trouvé un parti tout à fait différent. Il avait créé un parti de militants, un parti où les gens étaient des permanents. Les gens étaient payés par le parti. Ouais. Donc, à partir du moment où ils perdaient leur fonction, ils perdaient tout. Ils perdaient socialement, financièrement. C'était des parias dénoncés partout. Donc, c'était une mort sociale, même en France. Être exclu du Parti communiste, c'était quelque part une mort sociale. Ah oui, on perdait effectivement son personne de travail, ses amis, les enfants à l'école. Voilà. Bien. Et donc, effectivement, vous parliez du parc germano-soviétique, est-ce que là, ça va faire quand même un petit électrochoc au sein de l'électorat, chez les cadres? Alors, chez les cadres, pas trop, parce que les cadres sont des permanents. Et ils ont besoin du parti pour vivre. Donc, mais il va y avoir beaucoup de députés communistes qui vont faire défection, qui vont aller voir Maurice Thorez et qui vont lui dire on arrête, on ne peut pas s'allier avec l'Allemagne, parce que s'allier à l'Union soviétique, c'est s'allier avec l'Allemagne, parce que le pacte germano-soviétique, c'est pas un pacte défensif. Ce que défend encore aujourd'hui le Parti communiste français et Fabien Roussel. Fabien Roussel, dans ses articles, dans ses interviews sur les sites du Parti communiste, Fabien Roussel et ses lieutenants défendent toujours le fait que le pacte germano-soviétique est un simple pacte défensif. Alors que les historiens les plus sérieux ont démontré que c'était un pacte, une alliance pour se partager l'Europe avec les nazis. Donc les députés
certains députés communistes vont monter au créneau, ils vont dire non, on ne peut pas accepter ça, ils vont être exclus. Ils vont créer un autre groupe, de Peuple de France, je crois, et le Parti communiste va rester dans le groupe ouvrier et paysan. Voilà. Mais au niveau des militants, au niveau du militant de base, il va y avoir beaucoup de défections, oui, énormément de défections. Peu au niveau des cadres, mais beaucoup au niveau des militants de base. Et en 1939, au moment de la déclaration de guerre, quelle va être la réaction des pouvoirs publics ? Parce qu'on a donc un parti qui est complètement inféodé, qui est considéré finalement comme un parti traître. À partir du moment où, d'abord, le pacte germano-soviétique est signé le 23 août 1939, et l'humanité dit immédiatement, le pacte germano-soviétique, c'est la paix. 3 septembre, c'est la Deuxième Guerre mondiale qui commence. Le 1er septembre, Hitler envahit la Pologne, et le 3 septembre, la Grande-Bretagne puis la France déclarent la guerre à l'Allemagne. Donc, à partir du moment où Hitler est tranquille à l'Est, contrairement à 1914, on sait très bien que pour la France, ça va être terrible. Et d'ailleurs, mai-juin 40 vont le démontrer. À partir du moment où Hitler est complètement tranquille à l'Est, il va pouvoir mettre toutes ses forces et toutes ses divisions à l'Ouest. Et donc, c'est une trahison massive, ce pacte germano-soviétique pour les intérêts français, pour la France et pour les Français. Et donc le gouvernement Daladier, qui est un gouvernement radical socialiste, rappelons-le, il y a aussi des hommes de droite modérée, mais c'est essentiellement un gouvernement de gauche et radical socialiste, ils vont prendre des mesures très vite, fin septembre 1939, de dissolution du parti, d'interdiction d'abord de la presse communiste, puis ensuite de dissolution du parti... Toute la presse communiste. Oui, toute la presse communiste est inféodée à la Troisième Internationale, et ensuite dissolution du parti communiste et de tous ses satellites, avec jugement des députés communistes qui restent inféodés à Moscou, qui ne veulent pas se décharger de la Troisième Internationale, qui ne veulent pas revenir en arrière, et ils vont être condamnés à des peines de prison entre 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans de prison à la fin de la Troisième République. Et il va y même avoir un décret pris par un ministre qui s'appelle Serol, qui toute affiliation au Parti communiste pouvait être punie de la peine de mort même. Donc ce parti communiste qui est dissous, il rentre dans la clandestinité. Il rentre dans la clandestinité, il avait l'habitude, parce que dans les 21 conditions, Lénine avait dit, une des 21 conditions, c'est d'avoir un parti légal et un parti clandestin, dès 1921. Donc le parti communiste, c'est très bien s'organiser. Donc il y a tout un parti clandestin qui se met en place à ce moment-là. Donc Thorez, lui, part. Thorez, lui, il est mobilisé. Il déserte. Et puis il déserte en pleine campagne, en pleine guerre. Il déserte, il va en Belgique, puis en URSS. Duclos et Benoît Frachon, qui sont les deux, avec Eugène Fried, qui sont les 3 leaders du Parti communiste, vont aller en Belgique. Et ils vont revenir au moment de la débâcle. À la mi-mai 1940. Ils vont revenir à Paris. Alors, quelles sont les instructions qui sont données par Moscou au Parti communiste clandestin à ce moment-là ? Qu'est-ce qu'ils font pendant soutenir à fond le pacte germano-soviétique, soutenir l'alliance avec l'Allemagne, combattre de manière très vigoureuse la Grande-Bretagne, qui est le seul pays à résister aux Allemands, puis ensuite... Après la fin de la guerre, en mai-juin 40... Là, je parle pendant la drôle de guerre. Pendant la drôle de guerre, soutenir à fond le pacte germano-soviétique, soutenir l'armée allemande, refuser la guerre, refuser la mobilisation, voilà. Est-ce qu'on assiste à est-ce qu'il y a vraiment des opérations de sabotage ? Complètement. J'ai tout un chapitre là-dessus. Vous avez énormément de documents. Vous avez des usines, la cartoucherie de Toulouse, la Saumua de Vincennes, de Vénissieux, une usine à Boulogne-Billancourt, les chantiers navals de Saint-Nazaire, etc. Vous avez des tracts, vous avez des papillons, vous avez des journaux rénéotypés qui appellent au sabotage, et surtout vous avez un document absolument essentiel dont on va peut-être parler, c'est le mémorandum fait par Maurice Tréant. Oui, ça on va en parler. Dans ce mémorandum, il parle « Nous avons saboté la défense nationale ». Ah oui. Et puis vous avez Édouard Daladier qui en 1946, qui lui était au fait des choses, puisqu'il était chef du gouvernement à ce moment-là. En 1946, Édouard Daladier montre à la tribune de l'Assemblée nationale, parce que les communistes ont demandé son invalidation de son élection. Il va se défendre, il ne va pas être invalidé. Et là, il va dénoncer le Parti communiste. Et il va dire, vous avez été à la solde d'Hitler. Alors, en 40, c'est la défaite. Oui. Et là, dès les premiers jours de l'occupation, le Parti communiste va ressortir de l'ombre. Immédiatement. Ils vont approcher les Allemands. Oui. Alors, pour demander quoi et qui est à la manœuvre ? Alors, à la manœuvre, il y a un homme essentiel, c'est Jacques Duclos. Mais Jacques Duclos est planqué. Il revient donc de Belgique en mai 1940 dans une voiture diplomatique de l'ambassade de l'Union soviétique.
avec un passeport diplomatique de l'ambassade de l'Union soviétique, un passeport chilien, mais donné par l'ambassade de l'Union soviétique, donc complètement sous le couvert des soviétiques. Il vient à Paris, se planque, et Eugène Fred, lui, reste à Bruxelles, et parce que les autorités nazies ont accepté la reparution des journaux communistes en Belgique, en Hollande. Donc, partant de là, les communistes français disent immédiatement, avec Otto Abetz qui est le délégué spécial du Führer à Paris et qui va devenir l'ambassadeur auprès des territoires occupés à Paris, Otto Abetz qui est francophile, enfin qui parle le français puisqu'il est marié avec une Française et puis il parle le français depuis toujours, Otto Abetz. Donc ils vont prendre contact avec Otto Abetz immédiatement. Donc c'est Maurice Tréand qui est à la manœuvre. Parce que Maurice Tréand n'est pas un cadre très connu du Parti communiste, mais c'est un homme de l'ombre très important. C'est un militant depuis 1920. Il a complètement l'aval de Moscou et de Duclos, qui va ensuite le trahir, mais bon, ça c'est autre chose. Et donc c'est Maurice Tréand qui va former une équipe, et on va retrouver la famille Moquet, on va retrouver la famille Grunenberg, on va retrouver la famille Catla, etc. etc. Et dans Paris, ils vont arpenter Paris pour reprendre langue avec les autorités nazies et demander deux choses: la reparution de la presse communiste et le retour des maires communistes dans leur mairie, parce que les maires communistes ont été déchus par Édouard Daladier, avec notamment Mandel, ministre de l'Intérieur, qui était très en pointe contre les communistes jusqu'à, bien sûr, le 16 juin 1940, à l'arrivée de Pétain au gouvernement. Donc, alors, quel est l'argument de Tréand auprès d'Otto Abetz en disant... on défend le pacte germano-soviétique, on a trahi la défense nationale, on vous a soutenu, on défend le pacte germano-soviétique, on est complètement à fond avec vous. Il y a un mémorandum qui va être trouvé par deux historiens, Berlière et Liègre, qui en 2006 vont publier un bouquin là-dessus et qui vont trouver ce document dans les archives de la ville de Paris, parce que pendant 2 jours, toute cette équipe avec Denise Ginolin notamment, qui était la secrétaire qui faisait le lien avec tout ça, ils ont été arrêtés par la police française, parce que Vichy était contre les communistes. Donc la police française, Roger Langeron, le préfet de police française, avec ses brigades policières, les fait arrêter. Mais ils vont être libérés immédiatement par les Allemands. Duclos va s'adresser à Abetz, et Abetz va dire « vous libérez immédiatement ». Donc ils vont être libérés. Mais on va retrouver ce mémorandum, et ce mémorandum a été saisi par la police française, et on va le retrouver. En plus, il est antisémite. Il est totalement antisémite, puisqu'à plusieurs reprises, on dit « nous avons combattu Daladier, etc. » Le juif Mandel. À 3 reprises, on dit « nous avons combattu le juif Mandel ». Donc on se met au diapason des Allemands, des nazis, antisémitisme, sabotage de la défense nationale, soutien du pacte germano-soviétique, pour dire voilà, on est vos alliés absolument objectifs, et donc on veut la reparution de notre presse. Alors, qu'est-ce qui fait que finalement, contrairement à la Belgique ou à la Hollande, ça n'ait pas fonctionné? Parce que, si vous voulez, Vichy met le haut là. À partir du moment, la donne va changer à partir de la signature de l'armistice. Le 22 et 23 juin 1940, l'armistice est signé avec l'Allemagne puis avec l'Italie. Et à ce moment-là, la donne change et Hitler ne veut pas se mettre à dos Pétain. Il veut garder Pétain dans sa manche, il ne veut pas se le mettre à dos, et donc il accepte, il dit bon, on arrête. Les pourparlers vont durer jusqu'au mois d'août ou au mois de septembre. Mais l'humanité sera jamais... Mais ce que je veux souligner, c'est que l'humanité... qu'elle eût été légale... parce qu'il y a une humanité clandestine. Mais l'humanité clandestine n'a jamais attaqué les Allemands. Jamais attaqué les Allemands. Au contraire, elle les a soutenus à mort jusqu'au Barbarossa, jusqu'au 22 juin 1941. Alors justement, on arrive à Barbarossa, l'invasion de l'URSS par les troupes allemandes. Là, l'attitude change radicalement. Donc, officiellement... le Parti communiste rentre dans la résistance. Alors, il rentre dans la résistance pour défendre l'Union soviétique, pas pour défendre la France. D'ailleurs, vous avez un grand résistant, le plus grand résistant français sans doute, Henri Freinet, qui va le dire, en octobre-novembre 1940, dans un de ses journaux clandestins, il va dire, faut pas se méprendre, il faut pas se leurrer, le Parti communiste, il est là pour défendre les intérêts de l'Union soviétique, il a défendu l'Allemagne nazie il a combattu les Français libres, ils insultaient les Français libres. En plus de s'allier, ils traitaient De Gaulle de traître. Donc voilà.
Alors, d'ailleurs, donc vous, dans votre livre, vous mettez en pièces plusieurs mythes qui ont fleuri après la guerre. Donc, je voudrais en prendre deux qui sont les plus représentatifs. Donc, il y a la malheureuse histoire du jeune Guy Môquet. Et puis, le mythe des 75 000 fusillés. Donc, déjà, on va parler de Guy Môquet. Donc, avec Guy Môquet, il faut être très précis sur les dates. Guy Môquet, d'abord, c'est un fils de député communiste. Oui, Prosper Môquet, qui a été condamné par le gouvernement Daladier à 2 ou 3 ans de prison. Et il va partir ensuite en camp en Algérie en 1940. Et Guy Môquet est arrêté le 23 octobre 1940 à la gare de l'Est, en plein pacte germano-soviétique. Et qu'est-ce qu'il fait, Guy Môquet, avec ses camarades? Il distribue des tracts à la gloire de Staline, à la gloire de l'Union soviétique et au rapprochement franco. Qu'est-ce qu'on a comme source? On a les tracts, on a les tracts, on a les papillons, puisque il y a 2 historiens qui ont écrit un bouquin, La mystification, l'affaire Guy Môquet. La mystification, ils disent d'ailleurs c'est une des plus grandes mystifications que le Parti communiste français n'a jamais fait. On a récupéré dans les archives tous les tracts et tous les journaux, tous les papillons de l'époque. Ceux notamment que Guy Môquet distribuait avec ses camarades en octobre 1940. Oui, on est en octobre 1940, donc... en plein pacte germano-soviétique. Oui, on est en plein pacte germano-soviétique. Et d'ailleurs, il y a une chose... Donc il ne distribue pas des tracts anti-allemands? Pas du tout. Il n'a jamais distribué de tracts anti-allemands. Après, les communistes ont prétendu qu'au camp de Chateaubriand, quand il sera au camp de Chateaubriand, il distribuait des tracts anti-allemands. C'est archi faux. On a même retrouvé... Le malheureux qui a été fusillé à 17 ans, c'est vrai que c'est un drame absolu, mais on a retrouvé dans la poche de son pantalon un poème que je cite dans mon livre, à la gloire de l'Union soviétique. Totalement à la gloire de l'Union soviétique. Donc il est interné en octobre 40. Il est arrêté en octobre 40. Il va être condamné par la police française. Non, il va être relaxé par la police française parce qu'il est mineur. Et on dit qu'il n'avait pas de discernement, parce qu'à l'époque, la majorité pénale était à 18 ans. Il avait 17 ans, Guy Môquet. Ses compagnons majeurs, qui ont 18 ans et plus, vont tous être condamnés. Mais lui, on ne va pas le condamner parce qu'on va dire qu'il est mineur, donc il n'avait pas de discernement. Mais il reste emprisonné par les autorités françaises et il ne va pas chez les Allemands. Et il ne va pas chez les Allemands, et c'est très important de le souligner. Ouais. Pourquoi ? Parce que les règles de l'occupation allemande, en territoire occupé, faisaient que dès que quelqu'un était arrêté qui avait attenté à l'Allemagne ou aux Allemands, était pris en charge par les Allemands. La police française les remettait aux Allemands. Or, il ne sera jamais remis aux autorités allemandes. Ouais. Il va aller directement avec ses camarades, d'ailleurs, au camp de Chateaubriand, un camp d'internement administratif. Il va être interné administrativement, en fonction d'une loi de Vichy de l'époque qui internait tous ceux... Donc, malgré sa minorité. Oui, mais après, oui, malgré sa minorité, parce que c'est... malgré sa minorité, parce qu'il restait affilié à la 3e internationale, et les lois de Vichy faisaient que tous ceux qui restaient affiliés à la 3e internationale, même s'ils n'étaient pas condamnés pénalement, pouvaient être internés administrativement. D'accord. Donc il est interné, donc je reprends, en octobre 40, il sera fusillé qu'un an plus tard. Donc qu'est-ce qui se passe pendant cette année? Qu'est-ce qui fait que ça va 22 juin 41, il y a l'invasion par la Wehrmacht de l'Union soviétique, dont les communistes français maintenant deviennent les ennemis de l'Allemagne. Et en octobre 1941, à Nantes, du côté de Nantes, il y a un feldcommandant allemand qui est tué avec une balle dans le dos par un militant communiste. Ce que d'ailleurs De Gaulle refusait absolument. De Gaulle avait dit, et je l'ai écrit, qu'il ne fallait jamais attenter aux Allemands tant que les forces de la résistance n'étaient pas très bien organisées. Enfin, les communistes n'en faisaient qu'à leur tête pour la défense de l'Union soviétique. Et donc à partir de ce moment-là, les Allemands vont appliquer le code des otages. Parce qu'il y a un code des otages dans la zone occupée qui va être mis au point par les Allemands, qui disent que tout attentat contre un officier allemand ou un soldat allemand peut valoir à des otages qui n'y sont pour rien dans cette affaire, être pris et fusillé. Et si on considère que celui qui a fait un attentat est un jeune, on peut même fusiller des mineurs. Et c'est comme ça que Guy Môquet va être fusillé. Il ne va pas du tout être fusillé grâce à la dénonciation, par exemple, de la police française ou du ministre de l'Intérieur de l'époque, dont on dit qu'il aurait fait des listes. Berlière et Liègue, dans leur livre, disent très bien, on n'a retrouvé aux archives aucune liste française où on donne Guy Môquet en otage. Donc Guy Môquet a été pris complètement par hasard, si vous voulez. Oui, les Allemands vont se servir à Chateaubriand. C'est les Allemands qui se servent et il va être fusillé à ce moment-là. Mais il est fusillé comme otage, il n'est pas fusillé comme résistant et il n'aura jamais après la guerre sa carte... Enfin, la famille va demander une carte de résistant, on va la refuser, la justice va la refuser et c'est simplement au niveau politique qu'un ministre socialiste en 1956 va accepter, mais
politiquement de lui donner de donner à la famille une carte de résistant, mais il n'aura jamais sa carte de résistant. En revanche, la fameuse lettre poignante de Guy bah, Môquet écrite, c'est pas apocryphe, c'est une réalité. Non, elle est poignante, mais il ne parle que de sa famille. Il ne dit rien contre les Allemands, rien du tout. Oui, enfin la lettre. Mais elle est poignante, vous avez raison. Qu'un gamin de 17 ans soit fusillé, mais Guy Môquet, et ça c'est une mystification totale du Parti communiste. Nicolas Sarkozy, en 2007, au moment de l'élection présidentielle, est rentré à fond là-dedans, alors que je cite dans mon livre des grands résistants de la première heure, comme Honoré d'Estienne-d'Orve, qui aurait mieux fait d'être pris en exemple par nos politiques plutôt que Guy Môquet, qui est tout sauf... Non, mais j'insiste, Guy Môquet est tout sauf un résistant. Et le Parti communiste continue à dire que Guy Môquet est un résistant. De toute façon, il continue à dire beaucoup de choses. Et également, il est toujours le parti des 75 000 fusillés. Alors déjà, est-ce qu'il y avait 75 000 adhérents au Parti communiste? Je ne sais pas s'il y avait 75 000 adhérents au Parti communiste, mais ce qui est vrai, c'est... Pourquoi 75 000, ça vient d'où? Au début, en 1945, le Parti communiste dit on a eu 75 000 fusillés en région parisienne. Ouais. Après, ils vont se dire non, c'est peut-être beaucoup. On a eu 75 000 fusillés France entière. Bon, on va refaire les comptes. Et il y a un dictionnaire qui est paru en 2015, je crois, d'une vingtaine d'historiens. On a trouvé à peu près 4500 fusillés. Donc, encarté, Parti communiste? Non, 4500 fusillés. Donc peut-être la moitié ou 70% sont des communistes. Voilà. Donc fusillés comme résistants, comme otages Non, fusillés. Fusillés par les Allemands. D'accord, tout confondu. Voilà. Et puis, vous avez aussi un autre élément très important, c'est les fusillés du Mont-Valérien. Et là, je cite un doctorant en histoire, Yves Chiron, qui a publié, donc Stéphane Courtois a publié ses travaux dans un ouvrage collectif. Il a étudié le nombre de fusillés au Mont-Valérien, où il y avait une plaque commémorative aux 4500 fusillés du Mont-Valérien. En réalité, il y a eu 1000 fusillés au Mont-Valérien, 1003 je crois, ou 1007, et on a changé la plaque, on l'a modifiée. On a dit c'est plus 4500, c'est 1 millier de fusillés. Et grâce aussi à des travaux de Serge Klarsfeld, qui voulant étudier le nombre de juifs qui avaient été fusillés au Mont-Valérien, il en a trouvé 173 juifs, mais Serge Klarsfeld dit il y a 1003 fusillés il y a eu 1003 fusillés au Mont-Valérien. Vous voyez, les chiffres, c'est n'importe quoi. D'accord, mais on est resté, parce que c'est toujours le chiffre officiel, 75 000 ? Oui, alors en 2019, lors de la campagne électorale des Européennes, Yves Brossat, un des grands Manitou du Parti communiste français, a insulté un journaliste sur une radio qui lui disait « Mais vous avez jamais... C'est farfelu, votre chiffre. » Il l'a insulté parce qu'il ne voulait pas reconnaître les 75 000 fusillés. Non, le Parti communiste défend toujours cette position. Alors, la guerre se termine. Effectivement, on peut dire que le Parti communiste français sort regaillardi de cette période, plus puissant que jamais d'ailleurs. Oui. Mais il reste aussi plus stalinien que jamais. Et donc avec un soutien jamais démenti. Alors, il y a quand même 3 grandes dates, si vous voulez. Il y a 56 Budapest. Bon, déjà il y a Berlin également. 56 Budapest, 68 Prague. Puis à la fin, la Pologne en 81, l'Afghanistan en 79. Est-ce que ces moments-là, ça a été des coups de boutoir qui ont été donnés quand même au Parti communiste? Est-ce qu'il y a des gens qui sont partis à ce moment-là? Vous avez par exemple un grand historien français, par exemple, que je cite beaucoup dans mon livre parce qu'il est formidable. Il a écrit Le passé d'une illusion, c'est François Furet. François Furet était étudiant communiste et en 1956, il a quitté le Parti communiste à cause de Budapest. Budapest. Il faut aller visiter, d'ailleurs j'y suis allé 2 reprises cet été et l'été d'avant, visiter le mémorial de 1956 à Budapest, c'est formidable. Enfin c'est formidable à visiter. Mais là, les dirigeants communistes, alors qui sont les dirigeants communistes de l'époque? C'est Maurice Thorez. C'est Thorez. Et Jacques Duclos. Et Duclos, là toujours dans la presse communiste, on soutient l'URSS? Complètement, puisque même à ce fameux mémorial sur 1956 à Budapest, on passe en facsimilé France Nouvelle, qui est un journal du Parti communiste français, qui dit les contre-révolutionnaires, c'est la faute des contre-révolutionnaires s'il y a eu 1956. Ah oui, ils soutiennent à fond l'Union soviétique, ils soutiennent à fond le communisme hongrois, bien sûr, à fond. Et en 68 aussi moins. En 68, moins. Oui, déjà, c'est 68. Il y a eu des flottements, mais finalement, ils ont pas trop crié. Ils n'ont pas trop crié. Par contre, ils ont soutenu à mort la Pologne communiste, Jaruzelski, en 1981, et puis l'Afghanistan en 1979. Georges Marchais, à la télévision, en direct avec Yves Mourouzi, a soutenu à fond l'invasion de l'Afghanistan par l'URSS.
Donc il y a même eu des procès, je crois, le procès Kravchenko. En 1949, oui. Ouais. Où là, il y a eu une chose incroyable qui est arrivée au procès Kravchenko en 1945. Vous avez Margaret Buber-Neumann, qui était une Allemande, qui était une épouse de chef communiste allemand, elle-même communiste, qui était là en Russie en 1933 quand Hitler a pris le pouvoir en Allemagne. Elle a été mise immédiatement dans un camp de concentration, dans un goulag. Après, en 1939, quand il y a eu le pacte germano-soviétique, Staline, parce que Staline en 1939, quand il y a eu le pacte germano-soviétique, a donné à Hitler des tas d'Allemands qui étaient enfermés. Oui. Et là, elle est venue dire à Paris, en 1949, les goulags russes sont pires que les camps allemands, parce qu'elle avait connu Ravensbrück et les goulags soviétiques. Alors, on arrive dans les années 70, vous avez dit qu'au moment de Prague, là, ça commence un peu à flotter. Oui. Ça commence un peu à se fissurer. Néanmoins, les idiots utiles... Staline n'est plus là, il n'est plus à la mode, il faut quand même se raccrocher à quelque chose. Donc là, on a d'un côté Mao, de l'autre côté, on a Castro. Oui. Alors là, vous avez tous les intellectuels français. Alors, allez-y. Tous les intellectuels français, bon, vous avez Jean-Paul Sartre, le premier, oui. Jean-Paul Sartre en tête. Il disait que tout anticommuniste est un chien. Voilà, mais vous avez notamment des artistes. Par exemple, vous avez Gérard Philippe, qui était communiste, sans doute peut-être pour faire oublier que son père était un grand collabo, peut-être, je ne sais pas. Il va voir Castro en juillet 59 et il va féliciter Castro alors qu'il y a déjà les goulags cubains qui commencent. On tue les gens, on tue tous les opposants. Et vous avez Bernard Kouchner qui était un étudiant communiste qui travaillait pour le journal Clarté, qui était un journal communiste, qui dans les années 60 va interviewer Castro et Castro lui dit et il lui demande mais pourquoi vous ne faites pas d'élections? Mais les élections c'est une saloperie. C'est une saloperie, texto. Je ne veux plus jamais avoir d'élections dans mon pays. Voilà, vous avez toute une frange d'intellectuels de gauche qui vont soutenir Cuba, qui vont soutenir Mao et qui vont soutenir après Pol Pot. Le génocide cambodgien. Quelle était la motivation de ces gens-là contre toute réalité? Parce qu'on la connaissait, la réalité. Ne pas, comme on dit, Billancourt, ne pas trahir Billancourt, ne pas désespérer Billancourt, conserver cette aura révolutionnaire. Et puis, il ne faut pas oublier qu'en France, et ça Stéphane Courtois le dit à plusieurs reprises, vous avez d'autres intellectuels français, d'autres historiens français qui le disent, François Furet aussi le dit, en France, c'était la Révolution française, la terreur révolutionnaire, 1792, 1794, les milliers de morts, les milliers de guillotinés. En France, on a cette aura révolutionnaire qui va en fait être le soubassement de toute cette idéologie marxiste-léniniste qui va être maintenue par nos intellectuels. Parce que donc vous dites qu'il y a quand même une spécificité du PCF. Oui. Alors F que vous mettez, je ne l'ai pas dit. Je le mets tout le temps. C'est important. Oui. Je plains le maquettiste du livre. Il a dû mettre systématiquement des guillemets pour le F de français. Mais est-ce que c'est une spécificité du PCF d'avoir soutenu comme ça Mordicus jusqu'au bout l'Union soviétique et toutes les dictatures, qu'elles soient chinoises, castristes ou cambodgiennes, ou est-ce que les autres partis communistes dans le monde ont fonctionné de la même manière? Quasiment tous. Il y a un parti communiste qui est un peu différent, c'est le Parti communiste italien. Le Parti communiste italien, à partir de 1968-1970, va faire une sorte d'aggiornamento. On va parler d'eurocommunisme. Il va se dissocier un peu de Moscou. Puis il est beaucoup plus fort que le Parti communiste français. Il est beaucoup plus important, militant, nombre de députés, etc. Parce que le Parti communiste français commence déjà à décliner vers la fin des années 60, début des années 70, un petit peu, pas encore totalement, mais un petit peu. Et le Parti communiste italien fera, avec Berlinguer à sa tête, fera un petit peu son aggiornamento. Mais le Parti communiste espagnol, par exemple, qui est encore en exil à ce moment-là, il est aussi totalitaire que le Parti communiste français. Oui. Et alors je disais dans mon introduction qu'ils ont également trahi les travailleurs français. C'est-à-dire qu'on le sait, ils ont toujours été pro-immigration, mais il y a quand même eu cette petite période Marchais. En 1980, est-ce que Marchais, on peut le sortir du lot ou pas? Ou c'est de la nostalgie finalement d'aujourd'hui? C'est complètement de la nostalgie. Ça ne va pas durer longtemps. Il va soutenir le maire de Villejuif, je crois, ou un maire de la région parisienne qui va détruire avec un bulldozer un bâtiment qui était construit pour des travailleurs immigrés. Et il va dire finalement il a raison parce qu'il y a trop d'immigrés en France, etc. Ça va durer 1 an ou 2, mais ça ne va pas durer longtemps.
Alors, autre grande question, et nous allons, ça va être notre conclusion. Le communisme, on peut dire, en gros, c'est 100 millions de morts, 100 millions de morts dans le monde. Ah bah ça a été démontré notamment par le livre noir du communisme de Stéphane Courtois. Dirigé par Stéphane Courtois, bien évidemment. Hein, donc, Et puis par Thierry Volton aussi, qui a fait 3 tomes très importants, les bourreaux, les esclaves, et je sais, 3 tomes en 2015, là, qui a publié, c'est Thierry Volton. Des chiffres ahurissants, oui. Voilà, c'est 65 millions de morts chez les Chinois. Stéphane Courtois n'a jamais été démenti dans ces chiffres, sauf par des injures et des oukases, mais on n'a jamais scientifiquement démenti les chiffres que Stéphane Courtois et tous ceux qui ont écrit le livre noir du communisme ont donné. Alors, est-ce que vous ne pensez pas que le vrai problème aujourd'hui, c'est que finalement, ce communisme international et meurtrier n'a jamais été jugé? Exactement, c'est mon dernier chapitre. C'est le nôtre aussi. Un Nuremberg du communisme, qui est, notamment, vous avez un auteur qui s'appelle Alain Besançon, qui est mort maintenant, mais qui était un très grand historien, politologue, philosophe, etc., qui a écrit un bouquin sur le nazisme et le communisme, et qui a fait un discours à l'Institut de France devant les 5 académies réunies, où il a expliqué pourquoi, effectivement, à son avis, le nazisme a été jugé, et durement jugé d'ailleurs, parce que contrairement à ce qu'on peut penser, en Allemagne, ça a été durement jugé, et le communiste, quasiment pas. Et on a une explication? Oui, alors il dit d'abord la victoire de l'URSS en 1945. Première explication importante. Deuxième explication, le fait que le communisme a duré plus de 70 ans et qu'il continue encore dans beaucoup de pays, et son idéologie continue encore notamment en France, alors que le nazisme finalement n'a duré que 12 ans. Heureusement, mais il n'a duré que 12 ans et il a été complètement mis dans les poubelles de l'histoire. Et il donne aussi un exemple très important. Il dit par exemple, la Shoah, on en a parlé et reparlé à juste titre, c'est normal que la Shoah on en parle, mais il y a une autre Shoah communiste dont on n'a jamais parlé, c'est l'Holodomor ukrainien, plus de 5 millions de morts par la famine organisée par Staline, et il dit dans son livre, quand je pose la question à mes étudiants, très peu connaissent l'Holodomor. Tout le monde connaît la Shoah, personne ne connaît l'Holodomor. Et vous avez le Conseil de l'Europe en 2006 qui a voté une motion pour condamner les crimes du communisme, et cette motion n'a pas été votée par les membres du Parti communiste. Et en 2012-2013, le Parlement français et le Parlement de Bruxelles ont également voté des motions contre les crimes du communisme, et ni les élus LFI ni les élus communistes n'ont accepté de voter cette motion. En fait, c'est ce que je veux dire, et dans tous mes chapitres, je fais allusion à ça, je donne les positions actuelles du Parti communiste français dans chaque chapitre, et je relie toujours l'histoire avec l'actualité, et Fabien Roussel est toujours sur les lignes staliniennes. Et l'une de mes plus grandes joies, ça a été qu'il soit battu aux élections législatives de 2024. Parce que Fabien Roussel, contrairement à ce qu'on peut voir et entendre partout dans les radios et télévisions, est resté un communiste stalinien pur et dur. Eh bien, ça sera le mot de la fin. Des informations autour du Parti communiste français, préface de Francis Bergeron. Que je remercie. Donc, le livre est paru aux éditions du Alpha. Michel Festivi, merci infiniment. C'est moi qui vous remercie, Guillaume Fiquet. C'était Passé Présent, l'émission historique de TVL, présentée en partenariat avec la revue d'histoire européenne. Vous allez maintenant retrouver Christopher Lannes et la petite histoire. Avant, vous n'oubliez pas bien sûr de cliquer sur le pouce levé sous la vidéo et de vous abonner à notre chaîne YouTube. Merci et à bientôt. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez sensible, l'épuration. L'épuration, dans l'histoire officielle, elle nous est présentée comme un phénomène assez marginal qui n'a concerné que certains endroits en France et qui surtout a touché des auxiliaires avérés des nazis. Vous sentez pas? Il y a comme une odeur de réécriture communiste là, non? Pour traiter de ce sujet, je vais m'intéresser non pas à toute la France, ce serait vraiment trop long, et là je vous renverrai à des ouvrages à la fin de cet épisode. Je vais traiter de l'épuration dans un département précis qui est la Haute-Vienne,
à partir des travaux de Xavier Laroudy. Tout d'abord, il faut resituer le contexte. La Haute-Vienne, je dirais que c'est un terreau assez fertile pour l'emprise communiste. Pourquoi ? Parce qu'en Haute-Vienne, il y a un prolétariat assez jeune qui est employé dans les industries notamment de porcelaine. Il y a aussi une agriculture qui est totalement hors d'âge. Enfin bref, c'est un département de prédilection. C'est ainsi que dès les années 20, il y a des cadres de la CGT qui sont arrivés en Haute-Vienne pour former et encadrer ce prolétariat. Ainsi, dès 1942, lorsque des cadres du PC sont arrivés pour former une sorte de parti communiste clandestin et former un maquis dans ce département, ils ont reçu un bon accueil. Mais ce n'était pas qu'un mouvement pour libérer la France et pour défendre la cause ouvrière. Évidemment, il y avait des jeux d'intérêt. Et on a tout de suite vu, très rapidement, des éliminations de concurrents. On tuait des châtelains parce qu'ils étaient soi-disant proches des nazis, mais en fait c'était surtout parce que c'était des châtelains. On assassinait des membres de l'armée secrète, etc., etc. Cette armée, composée des plus fidèles militants du PCF, était dirigée par un certain Guingouin qui s'était autoproclamé préfet du maquis. Dès 1943, lorsque le STO, le travail obligatoire en Allemagne, commencera à montrer ses limites, beaucoup de jeunes, ne sachant pas quoi faire, voudront entrer en résistance. Ils ne sont pas tous communistes évidemment, mais dès qu'ils en montrent l'intérêt, ils sont automatiquement redirigés vers des formations de maquis des francs-tireurs partisans. Ils sont encadrés par des cadres du Parti communiste, mais aussi par des anciens de la guerre d'Espagne qui avaient participé en tant que Français à ces brigades internationales, mais aussi par des Géorgiens qui ont fui et déserté l'armée allemande. Et quand bien même ils ne sont pas tous communistes, lorsque l'un d'entre eux est tué au combat, il devient automatiquement un martyr communiste. Ça tombe sous le sens. Voilà, le décor est posé, mais là ce qui nous intéresse c'est l'épuration. L'épuration, c'est ce qui s'est passé pendant la Libération. Il y avait un peu une zone de non-droit pendant une certaine période, c'était assez flou, et donc, les communistes, comme d'autres, en profitaient pour participer, se livrer à des exécutions sommaires de leurs rivaux, de leurs concurrents de classe aussi, de châtelains, de gens qui étaient proches de l'extrême droite, etc., etc. Ça n'était pas à chaque fois des exécutions ciblées et totalement réfléchies. On exécutait une femme, par exemple, qui a eu un comportement trop amical avec les Allemands. On a exécuté un jeune homme qui avait déclaré haut et fort qu'il rejoignait une formation concurrente. On a exécuté un ancien de 14 qui avait le malheur d'avoir le portrait du maréchal Pétain sur sa cheminée, en tant qu'ancien de 14 évidemment. Et à chaque fois, évidemment, on présentait ces assassinats comme étant des exécutions pour la bonne cause, on exécutait des traîtres. Vous vous doutez bien, ces assassinats étaient parfois hasardeux, mais en réalité, on les exécutait pour une bonne raison. Il faut bien se rendre compte de l'urgence qui régnait à cette période, il fallait exécuter, éliminer un maximum d'adversaires politiques, de concurrents, avant le retour à la légalité. Ainsi, sur 382 personnes exécutées, 153 le furent en juillet 1944 et 76 en août 1944. Et ce pic est absolument parlant. En effet, on éliminait l'ennemi de classe, on assassinait l'adversaire politique, il fallait le rayer des futures listes électorales. Doit-on rappeler que ces exécutions étaient parfaitement arbitraires et n'étaient pas légales du tout, elles n'étaient même pas justifiées. Par exemple, on a exécuté un certain nombre de maquisards pour avoir appartenu à la Légion française des combattants, la LCF. Or, après la libération et lorsque le retour de la légalité est arrivé, aucun de ces combattants de la LFC n'est présenté devant un juge, n'est passé devant un juge. Les exécutions étaient parfois faites dans des conditions atroces, comme cette jeune femme qu'on a retrouvée dans un fossé près de Limoges après la libération et dont les ongles ont été arrachés. On a d'abord imputé ce crime aux Allemands, évidemment, seul un Allemand était capable de faire ça, mais non, c'était des communistes bien de chez nous. Un autre exemple, il y a eu un ancien combattant de la Grande Guerre qui se moquait un peu des jeunes maquisards. Bon, rien de bien méchant, il a été ligoté chez lui, battu à coups de sabot, ensuite il a été traîné dans toute la ville, exhibé dans toute la ville avant d'être purement et simplement exécuté. Non sans lui avoir volé toutes ses économies au passage.
Alors on pourrait se dire que cette épuration est peut-être le fruit d'individus isolés qui faisaient les choses dans leur coin, un peu sanguinaires, un peu dérangés. Eh bien non, là encore ça ne tient pas puisque les ordres du parti étaient d'épurer. Une réunion a d'ailleurs été organisée en Haute-Vienne avec des cadres du Parti communiste qui venaient de Lyon, et lors de ces réunions, il s'est dit qu'il fallait clairement épurer et on a même dressé des listes d'opposants notoires. Non pas des listes de collabos ou de personnes qui étaient proches des nazis, mais des listes d'opposants qui pourraient donc être opposants après le retour de la légalité, après la fin de la guerre. Concernant l'histoire de ce vieil homme qu'on a tué, mais à qui on a aussi dérobé ses économies, là aussi ce n'était pas un acte isolé, puisque le parti lui-même appelait ça des opérations de récupération. Là aussi, le parti avait donné l'ordre d'essayer de récupérer un maximum d'or, d'argent, de coffres-forts de notaires, de châtelains, d'industriels, etc., pour se constituer un petit trésor de guerre. Évidemment, à chaque fois, il était question d'exécuter les propriétaires à qui l'on dérobait cet argent, évidemment. Tout cet argent était remis au parti, donc il s'est constitué une petite fortune, mais il justifiait cela, même les exécutions, par le fait qu'il fallait se constituer un trésor de guerre sur le dos de l'ennemi de classe. Et l'ennemi de classe, vous le savez, il a pas de droit, hein, on s'en fout. Combien de scènes de l'épuration relatent cette scène horrible où des gens sont alignés sur le bord d'un chemin, on fait circuler un panier en osier entre eux pour qu'ils y déversent leurs montres, leur argent, leurs bijoux, et ensuite on les exécute d'une simple balle dans la nuque. Mais attention, là encore, pas d'amalgame. Tous ces actes, tous ces meurtres, tous ces vols n'ont rien à voir avec le communisme, évidemment. Comment ça, le Parti communiste avait lui-même décidé ça sur papier? Oui, mais de toute façon, vous êtes fasciste, je vois même pas pourquoi je vous explique ça. Tout ce dont je viens de parler, là, c'est ce que les communistes appelaient la justice du peuple. Et ensuite, après la libération, après le retour de la légalité, eh bien, les coupables, les présumés coupables, passaient devant des cours de justice FFI. Et là encore, il y a beaucoup de choses à dire. Les jugements étaient expédiés très rapidement, il n'était pas possible de faire appel, la peine devait s'appliquer dans les 24 heures et il n'y avait que deux issues, la mort ou la relaxe. Bon, vous me direz, on est en temps de guerre, ok. Mais il y a eu beaucoup d'abus. Je vais vous citer un exemple pour clore cet épisode. Un homme est passé devant cette cour de justice FFI et très vite on s'est rendu compte qu'il s'agissait d'un simplet. Et en plus, absolument rien ne lui était reproché, il n'avait aucun tort, il n'y avait aucun élément contre lui, il était juste un peu simplet. Eh bien écoutez bien, le tribunal a décidé que compte tenu de son infériorité mentale, il sera une charge pour une société future plutôt qu'un élément constructif. Cet homme, il a été fusillé à la carrière d'Usurate pour infériorité mentale. Elle est belle, la justice du peuple. Merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de La Petite Histoire. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures, tous les mardis sur TV Liberté. À bientôt.